une introduction. Merci beaucoup. Bonjour messieurs, dames, on est ravis de vous accueillir à cette invitation à la découverte des vins de Moldavie. Donc, je pense que ce sera une véritable découverte pour beaucoup d'entre vous. Nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir l'ambassadeur, monsieur Excellence Elie Bruck, qui est parmi nous, ainsi que le consul ici à Bordeaux, et c'est donc M. Georges Arpentin, qui est directeur de l'Office national de la vigne et du vin, qui va vous présenter cette dégustation. Oui, merci Florence. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être ici avec vous à Bordeaux et je remercie beaucoup à l'équipe de la Cité du Vin qui nous a donné cette opportunité de présenter les vins de Moldavie. Et j'espère, et l'objectif de cet atelier, d'apporter plus d'informations sur les vins moldaves pour les faire plus proches des consommateurs du monde entier. Donc moi, je suis directeur de l'Institut de l'Office national de la vigne et du vin. C'est un organisme qui fait la gestion du secteur vitivinicole. On est responsable de la promotion du vin moldave, la première mission de cet organisme. Deuxième, c'est l'assurance qualité. Et le troisième, c'est le transfert de technologies du service d'extension vers les secteurs de la filière vitivinicole. Donc, quelques remarques sur les... Est-ce que la voix, c'est bon? La voix, c'est bon? Parce que moi, j'ai eu un problème avec la gorge. C'est pour ça, moi, je ne peux pas faire plus d'efforts. Donc, moi, avant de commencer ma présentation, je voulais vous dire quelques remarques sur cette présentation. Première remarque, que j'ai sacrifié un peu la quantité contre la qualité, parce que j'ai choisi 3 échantillons, pas beaucoup, hein, parce qu'il y a des ateliers où on déguste beaucoup des échantillons. Et donc on va déguster 3 échantillons, mais on a fait un choix, des critères de choix très, très poussés pour que vous sentez les différences entre différentes régions, entre différents cépages, entre différents sols, climats, etc. Donc on va donc tout ça parler. Deuxième chose, bon, moi je vais commencer par quelques repères sur notre pays, parce que sur notre pays, sur la Moldavie. Donc après, je vais m'arrêter sur les conditions climatiques, sur les conditions du climat, du sol, du géomorphologique, donc tous les facteurs qui sont à la base d'un terroir vitivinicole. Et après, on va passer à la dégustation de ces 3 échantillons de rouge sec. Excusez-moi de non-modestie, hein, parce que je suis venu à Bordeaux avec 2 vins rouges. Chez nous, ils disent qu'on va avec notre samovar il y a une ville en Russie. Donc, pendant l'Union soviétique, il y avait une anecdote que quand tu viens avec quelque chose qui est très connu dans ce lieu, on dit que tu viens avec ton samovar à Tula. Tula, c'est le plus gros producteur de samovar de toute l'Union soviétique. Il était. Donc, moi, je suis venu avec 2 vins parce que c'est une ambition pour voir si nous sommes bien placés, hein, donc, parce que le Bordeaux, par l'excellence, c'est une région de production du vin rouge. Donc, à la fin, on va déguster le 3e vin. Il n'est pas encore dans votre verre. Il est le 3e verre. Il est une douceur. On va déguster un vin donc botrytisé, un vin doux, donc qui est la Moldavie. Il y a déjà quelques années qui se lance dans la production de ce type de vin. Donc, moi, je vois ici beaucoup de visages qui sont connus, des amis, mais la question que je les pose se réfère d'abord à les gens qui ne sont pas donc, des Moldavies. Hein. Donc, est-ce que vous étiez déjà quelqu'un de la salle à Moldavie? Oui. Une personne seulement? Pas beaucoup, hein? Donc, oui. Est-ce que vous avez visité, à part le capital, est-ce que vous avez visité d'autres choses? J'ai visité toute la Moldavie. Hein. Très bien. Donc, bon, pour se repérer bien géographiquement, parce que toujours, hein, pour se mettre à la base, on va commencer où se situe la Moldavie, où se trouve, on ne les voit pas ici, c'est un petit pays, hein, vous voyez, c'est un point, mais on est au centre de l'Europe, vous voyez, au centre de l'Europe, c'est un carrefour, un vrai carrefour entre l'Est et l'Ouest, entre les Balkans et le Proche-Orient.
Et même pendant la route du commerce qui venait de Chine, hein, la Moldavie, il était une porte d'entrée en Europe. Donc on n'est pas encore en Europe, mais on est à la frontière de l'Europe. On est donc à l'ouest, on a une frontière avec la Roumanie, à l'ouest avec l'Ukraine, à l'est avec l'Ukraine. Donc si on parle maintenant avec la partie viticole, Moldavie c'est situé, donc c'est un pays, la viticulture moldave se trouve dans la partie nord de la ceinture vitivinicole mondiale. C'est dans parallèle 46 et 48, c'est les parallèles à latitude similaire comme le centre de France, hein, comme le Bourgogne, et le nord de l'Italie. Donc la Moldavie aussi, c'est un pays qui appartient au bassin de la mer Noire. Je dis ça parce que les pays du bassin noir, donc c'est des pays où pour la première fois, donc en l'histoire de viticulture, a été domestiqué le vitis vinifera. Il a été domestiqué la culture viticole. Donc c'est ici quelques repères l'histoire. Moldavie, il a 5000 ans d'histoire de la viticulture, 3000 ans avant Jésus-Christ et 2000 maintenant, donc 5000 ans en total. Donc il y a eu des différentes influences sur la viticulture et sur les vins. On commençait par la colonisation grecque qui sont laissés l'empreinte sur tous les cépagements. Après, il a suivi l'annexe du Dacia romain, par les Romains, qui aussi sont apportés beaucoup de choses pour les encépagements moldaves. On connaît les cépages Gordine, hein, qui presque il a disparu en Moldavie, il est seulement dans les collections, donc il a beaucoup de similarités avec du cépage Glera, qui maintenant est très à la tendance pour faire du vin prosecco. Donc après, bien sûr, la Moldavie, c'est un pays chrétien. Donc on est dans les rituels chrétiens, toujours le vin et le pain, il était deux choses qui donc entraient dans ce rituel. Et le développement suivant de la viticulture, c'était lié avec l'expansion du christianisme, oui, exactement. Et donc les moines, c'était celles qui sont gardées les savoir-faire sur la fabrication du vin. Après, Stefan Cel Mare, notre roi, il était la période du 15e à 6e siècle, il était la plus fructueux parce que cette époque s'est formé le cépagement de la Moldavie. On trouve de tous les cépages du monde. On a des cépages caucasiens, on a des cépages européens, on a des cépages de Hongrie, de Roumanie, donc du pays qui sont limitrophes avec la Moldavie. Donc on a dans le 18e siècle, dans la description de Moldavie, Dimitri Cantemir, c'est le prince de Moldavie, il a fait la première hiérarchisation du vin de qualité. Donc c'est une hiérarchisation qui est à la fois Moldavie, Bessarabie, donc la Moldavie, la République Moldavie, et la Moldavie qui se trouve maintenant en Roumanie. Donc cette classification il date du XVIIIe siècle. Après, une étape très importante dans le développement de la vigne, c'était la colonisation du suisse, français et allemand. C'était des vignerons qu'on appelle, il y a un livre très intéressant qui a été sorti il n'y a pas longtemps en Suisse. Donc c'était des vignerons des tsars, l'Alexandre Ier, qui a invité du travailler dans les territoires qui appartiennent maintenant en partie à Moldavie et en partie en Ukraine. Donc après, il a suivi la période soviétique qui a jeté la base d'une viticulture de masse et on a devenu la plus importante viticulture de l'Union soviétique. Chaque 4e bouteille de vin mousseux, à l'époque on les nommait soviétskaya et champagnskaya, il sortait du cépage ou du vin qui venait de Moldavie. On était le numéro 1 en ce qui concerne la surface de vigne. On avait 200 000 hectares de vignes. Donc on produisait la plus grosse quantité de vin, mais du vin qui à 90% c'était du vin fortifié avec ajouté du alcool. Donc c'était du vin qui s'était adapté pour les marchés de l'Union soviétique. Cette viticulture du masse, on a cet héritage de viticulture, mais maintenant il est donc à partir de 92, quand la Moldavie a proclamé son indépendance, on a commencé à restructurer les secteurs, voire s'orienter vers une viticulture de qualité.
Voilà, donc si on parle de l'industrie vitivinicole, donc la filière vitivinicole, c'est une stratégie, c'est une filière stratégique pour l'économie nationale. Donc c'est une viticulture qui occupe la 6e place en Europe sur les surfaces maintenant, 3e place dans les bassins de la mer Noire. 3% de tous les territoires de la Moldavie est occupé avec des vignes et 7% de toutes les surfaces de terres agricoles. Donc ça, quand vous regardez dans la Moldavie, ça ressemble à une grappe. Hein. Donc partout il y a du vigne. Donc chaque 4e personne qui est active, hein, qui travaille, donc qui est liée au secteur vitivinicole. Donc ça, il y a un poids social très important pour donc il est créateur du place du travail dans la sphère rurale. Et dans les dernières 10 ans, on a investi 600 millions de dollars pour remoderniser à la fois les surfaces de vignes, 30 000 hectares à peu près on a rénové, et pour moderniser les caves qui ne correspondaient plus pour fabriquer du vin de qualité. Donc, si on parle du critère macroéconomique, 16%, la viticulture y crée 16% de valeur donc en agriculture, 17-12% à exportation et 3% de la produit interne brut. Donc tous les paramètres que je vais les commenter maintenant, avant 2006, hein, quand la Russie a introduit l'embargo, tous les chiffres macroéconomiques c'était 3 fois plus. Donc la Moldavie a beaucoup souffert de cet embargo. Donc on a 4 régions géographiques, voilà, 3 régions géographiques. La surface totale maintenant en Moldavie est à 140 000 hectares. Donc 10 000 hectares, 10% à peu près, c'est des vitis labrusca donc on a presque, c'est des vins qui se fait surtout pour les marchés traditionnels et les marchés internes. Donc les 3 zones géographiques qui sont créées maintenant et ils sont protégés au niveau européen. Donc on a Valul Troian, donc ça c'est au sud de la Moldavie, Valul c'est-à-dire le mur de Troian. On a Ștefan Vodă au sud-est, donc ça c'est la deuxième région. Et 3e région c'est Codru, c'est des forêts, des grandes forêts. Donc en langue moldave c'est des Codru, c'est la plus importante région vitivinicole de Moldavie. Donc si on parle du encépagement, donc la Moldavie c'est un pays qui produit plus de vin blanc, 65% c'est des cépages blancs. Si on parle de répartition du cépage avec les origines, 73% c'est des cépages européens, donc Chardonnay, Sauvignon, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon. 17% c'est des cépages caucasiens, Sapera, Viracatseteli, surtout qui s'étaient introduits pendant la période soviétique. Et 10% c'est des cépages locaux. Et cette partie, on a investi beaucoup pour développer les cépages locaux. Feteasca Neagră, on va s'arrêter, Feteasca Neagră, Feteasca Albă, Feteasca Regală, Rara Neagră, donc des cépages qui sont plus adaptés à notre condition donc climatique. Si on parle du style du vin, donc on produit plus du vin blanc, donc c'est 45%, 38% du vin rouge. On produit aussi, mais avant, beaucoup plus du vin mousseux, 15% seulement maintenant. Et il y a 3 ans, on ne produisait pas du vin rosé, maintenant 2% de la production est consacrée au vin rosé. La production e-commerce, donc vous voyez, vous avez la statistique à gauche de la production du vin. La production du vin varie en moyenne, les 4 dernières années, c'est 1,35 million d'hectolitres, donc en total. La récolte est très influencée par les conditions climatiques. Moi, je disais qu'on se trouve à la ceinture nord, au partie nord de la viticulture mondiale, et donc on a beaucoup de risques avec du gel d'hiver et gel du printemps. Donc, vous voyez, là, en 2010, on avait une petite récolte et en 2013, presque triple récolte. Donc, après, il s'est stabilisé donc, à l'entour de 1,35 million d'hectolitres. Si on parle de l'export, la Moldavie, c'est une machine à l'exportation parce que presque 70% de notre production, on l'exporte. Et le principal pays où on exporte notre vin, c'est l'Europe centrale maintenant, la Pologne, la première place, donc suivi de la République tchèque. Donc Roumanie, et la Russie qui était le premier marché avant 2006, il est devenu, donc il est maintenant, il occupe 4e place. Donc les premiers 10 pays qui sont sur les slides, ils assurent 86% de toute l'exportation moldave. Donc la géographie d'exportation, c'est 42 pays.
Donc maintenant, on passe un peu sur les données qui sont à la base du terroir du Moldavie. Et je vais commencer par les conditions climatiques. Moldavie se caractérise par un climat continental modéré, mais pas seulement, parce qu'il y a trois influences. Il y a le climat modéré continental qui vient de l'Est, la flèche de l'Est. Et après, on a le sud de Moldavie, une petite partie qui est influencée par de la mer Méditerranée. Il y a influence méditerranéenne, petite partie, où il y a les lacs, surtout les lacs naturels sur la rivière Prut. Et aussi, il y a une influence océanique du nord, surtout. C'est la partie nord qui influence ces trois courants qui conditionnent les différentes conditions climatiques qui sont à la base des différentes zones qui sont présentées sur les slides. Donc, il y a les précipitations, ils varient d'une zone à l'autre. Moi, je vais m'arrêter quand on va déguster les vins, parce que sur chaque zone, on va s'arrêter. Donc, si on part en général, l'hiver sont très froids. Parfois, il peut descendre jusqu'à moins 25. Il y a des dégâts, même avec les vitis vinifères, ils ne supportent pas. Et l'été, ils sont très chauds. Parfois, du orage. Il tombe du orage très sec. Et de plus en plus, on sent les réchauffements climatiques parce que les zones où il y a le vigne, ils montent vers le nord. Donc, si on parle du type du sol, la Moldavie, il y a 750 types du sol et pendant même l'Union soviétique, la Moldavie, il avait le centre des études des sols parce que Dokuchaev, qui est académicien, il a mis la base de classification du tchernosium, du sol noir, de terre noire. Donc lui, il était le directeur de cet institut de pédologie. Et les sols de Moldavie sont très étudiés. Donc, moi, ici, je fais une partie du sol qui sont utilisés dans la viticulture. Donc, si on parle du sol on a du sol physiquement, il y a du sol brun, ça dépend, et ça joue surtout avec les hauteurs de la niveau de la mer Noire, du vallée où il y a du vallée ou des collines, sol brun, gris, tchernosium, les terres noires lessivées, donc ça c'est qui sont beaucoup de carbonate. Il y a des tchernosiums ordinaires qui sur la fertilité ils sont beaucoup moins que les précédentes catégories. Et il y a les résines, les calcaires, c'est des terres qui sont comme les pierres, de calcaire, on les trouve surtout au nord de la Moldavie, sur les rivières Dnistro. Si on parle de texture, il y a aussi on a 6 groupes de textures différents, mais les trois sont prédominants. Il y a les limons et les argiles et limons, et les pures argiles. Donc ça, c'est la Moldavie. Les vignes sont surtout sur ce type de sol. Donc on a, pour être plus simple, c'est des argiles qui sont plus ou moins des différents éléments, des différentes particules plus fines qui ont une importance surtout en ce qui concerne l'alimentation avec de l'eau, de vigne, et alimentation minérale de la plante. Maintenant, en ce qui concerne le relief il est très fragmenté, il y a du vallée, il y a du colline, et les Moldaves ils connaissent très bien le proverbe que les Bacchus il aime les collines. Et 34% des vignobles ils se trouvent sur les vallées, sur les collines qui donnent sur les rivières Prut, Dnistro et Reut. Et 52 sont sur les collines des amphithéâtres. C'est des formations très spéciales de Moldavie. C'est des formations en forme d'amphithéâtre avec des collines et des vallées. Et 52% de tous notre vignobles sont placés ici, dans cet amphithéâtre qui sont en dimension de 300 km. Et ce qui est important, on a les forêts, les grandes forêts, surtout au centre de Moldavie, dans la région Codru, qui protègent les vignobles du vent du nord. Donc ils font un microclimat qui est très convenable pour la culture de la vigne. Donc maintenant quelques photos pour voir les paysages. Donc à gauche vous avez les terrasses qui se montent Stroiești, donc à côté du Kamenka. Donc c'est des terrasses très anciennes, donc c'est des calcaires. On a en bas il y a le Dnistro, donc rivière Dnistro, mais c'est le Dnistro bas Dnistro, donc c'est le Dnistro inférieur avec
diversité, biodiversité des oiseaux et surtout des oiseaux qui donnent dans les limans de la mer Noire. Et vous voyez des photos ce que je disais, qu'on a de l'hiver très dur, avec beaucoup de neige. Donc 10% de toutes les précipitations qui tombent, ils tombent en forme de neige. Et en bas, vous avez aussi une photo des monastères avec les vignes à côté. Donc c'est un monastère qui se trouve dans les Caudres, dans les forêts. C'est ici. Oui. Donc ça c'est un monastère. Dans la région centre et nord, on a beaucoup de monastères qui sont gardés cette savoir-faire pour la viticulture. Ici, il y a quelques images parce que la Moldavie aussi, il y a un réseau très diversifié de rivières. On a 3000 rivières qui passent en Moldavie, des petites rivières et plus grandes. Donc, les rivières qui font des canyons très, très jolis. Donc, c'est avec des roches calcaires donc, si on regarde naturellement, ça c'est le fin du Carpath, c'est au nord de la Moldavie. Donc, ça, en ce qui concerne le paysage. Donc maintenant, on va passer à la dégustation. Donc tout ce que moi j'ai parlé jusqu'à maintenant, c'est des ingrédients pour expliquer les différences entre les vins. Les ingrédients pour un grand terroir. Peut-être que c'était un peu long, mais bon. Voilà. Donc le premier vin qu'on va les déguster, c'est un vin rouge. Oui. Donc c'est à gauche, de gauche à droite. C'est le premier vin, c'est à gauche. Et après, il y a le deuxième à droite. Il y a le troisième qui va arriver. Donc, le premier vin, c'est un vin qui s'appelle Negre. De langue moldave, c'est noir. C'est un vin du millésime 2015. Le producteur, c'est Fautoro. Donc, vous avez ici la carte de la région du Valul Traian, avec un point d'où il vient cette parcelle. Donc, la région, c'est indication géographique Valul Traian. Donc, l'altitude où cette parcelle est à 230 mètres, une exposition plein sud. Donc, la forme de cette exposition, c'est concave, parce que concave, c'est comme ça, convexe, c'est de l'autre façon. Donc, il y a des influences climatiques importantes dans cette parcelle de la côté du Codri Tighetch, parce qu'il y a une Codri, les grandes Codri, une autre zone et une ramification qui tient du centre de la Moldavie jusqu'à ici. Donc cette partie-là, c'est aussi des forêts qui sont longues de 80 km, qui sont un barrage aussi et contribuent à des conditions climatiques très spéciales. Donc la température, c'est des plus moyennes annuelles, c'est des plus 12 degrés, c'est très doux. Donc les précipitations, c'est 632 mm pendant aussi la précipitation moyenne. Donc ça, c'est des données générales pour avoir d'où il vient ce vin. Donc si on pousse des informations plus détaillées, donc cette parcelle, il a une surface seulement de 5 hectares. 5 hectares, une petite parcelle. Donc c'est parce que Fautoro, c'est une cave qui a en total 250 hectares de vignes. Ils produisent beaucoup plus du vin, mais j'ai choisi ce vin parce qu'il est typique de cette région. Donc on a ici un sol très diversifié, comme je dis, il a à la fois du brun, du gris, il a du tchernozem xérophorescere grâce à l'approche de cette Codri Tighetch. Donc la texture, c'est argilo-limoneux, c'est des argiles un peu lourdes. La roche parentale, il se réfère à la période quaternaire, donc ça, c'est pour c'est des âges de roc mer, donc ça donne à l'époque du quaternaire. Donc les variétés sont deux variétés, Phétéas caniagre, c'est des cépages aborigènes, autochtones, et Rara Niagre aussi, dans la proportion de 75 à 25. Donc, c'est deux cépages qui, on les cultive, on les développe dans notre pays. Ils s'adaptent très bien sur les sols argileux, sur les pentes sud, qui donnent sud. Le nombre de pieds à l'hectare, c'est 3000. Moi, je vous donne cette donnée parce que c'est des vignes qui ont 12-15 ans. Pendant l'Union soviétique, les densités de plantation, c'était à peu près à 1900-2000 pieds à l'hectare. Les porte-greffes, on utilise des SO4 parce que ici, le sol contient beaucoup de carbonate. La taille, c'est guyot bilatéral et la récolte, c'est 8 tonnes à l'hectare.
qu'est-ce que vous pensez, hein? Parce que les slides suivants, moi j'ai quelques commentaires sur cette vin. Qu'est-ce que vous pensez? Il a la barrique, oui, il a la barrique, tout à fait. Bon, on peut avancer, hein, parce que sinon. Donc c'est la récolte, c'était manuel, les grappes de raisin. Donc il y a la vinification, c'est 7 à 10 jours de macération avec piégeage, élevage 6 mois en fût de chêne d'origine française. Donc vous avez ici les données techniques, informations techniques. Si quelqu'un il veut savoir combien d'alcool, du sucre, etc., vous avez donc toutes les données. Et qu'est-ce que vous pensez sur les personnalités organoleptiques, comme on dit? Est-ce que quelqu'un veut commenter cette vin? Très épicé quand même. Épicé, oui. Un peu poulet ici. On peut aller, d'accord. Oui, très bien. Légèrement réglissé. Exact. Très bien. Les tanins, vous les trouvez bien, c'est ça? Oui. C'est très fin. Très fin. Très fin, donc il y a du mocha, du chocolat un peu. Exactement. Nous, on dit que surtout les fêtas cagnagres, ils donnent des arômes de prunes, hein, des prunes très mûres, hein, donc des mûres aussi, hein, qui viennent aussi surtout la Ranègre. Hein, donc ces deux cépages qui sont mariage, c'est ménage à deux, hein, parce qu'on va voir le ménage à trois. Suivant. Donc ces deux cépages, donc ils sont très bien, donc ça marche très bien, donc l'un après l'autre. Donc c'est la quantité produite du vin, de cette vin c'est 30 000 bouteilles. Donc on va commencer parce qu'on va faire des différents, je vais attirer votre attention sur les différences des conditions climatiques et du sol qui sont où il y a les vignobles. Donc le deuxième vin que vous les avez, c'est Negro di Purcal, c'est une vraie légende c'est une vraie légende de notre pays. Donc Monsieur Victor Bostan, c'est l'actionnaire du vignerie à Purcal, il est à côté de chez nous, hein, il est là. Donc il est très, vous voyez, typé, hein, habillé, ça c'est notre chemise en moldave, hein, il s'appelle. Donc très bien, merci à Victor. Negro di Purcal, c'est une vraie légende. Hein, mais donc, même pendant l'Union soviétique, hein, c'était une époque quand il a avancé. Donc ça, c'est un vrai ménage à trois. Hein, on va arriver à 3 cépages. Hein. Je vais passer par toutes les conditions, donc données générales. Donc l'indication géographique, c'est Stefan Wode. Stefan Wode, ça vous avez ici la carte. C'est le sud-est de la Moldavie. Donc le village s'appelle Purcari, comme le nom du vin. Les vignobles se trouvent... Monsieur, vous voulez me poser une question, pardon? Pardon. Oui? Vous voulez intervenir? Ouais, si je peux me permettre. Oui, bien sûr, hein, monsieur Tsiradax, oui. Et moi, j'ai eu l'occasion d'aller en Moldavie, comme vous le savez, on s'est rencontrés. Moi, je suis bordelais depuis plusieurs années. Je suis spécialiste du vin, en tous les cas, je vis dans ces milieux depuis longtemps. Je trouve que l'intérêt des vins moldaves, et en particulier de celui-là, c'est qu'il a des caractéristiques qui sont différentes de nos Bordeaux. Donc on a, nous, aujourd'hui, un regard sur le bois qui commence à changer. Je trouve que là, l'utilisation du bois est parfaite. C'est-à-dire qu'il n'est pas trop marqué par le bois. Il laisse parler les arômes du vin. Et ces arômes-là, pour nous, sont des arômes qui sont différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Et c'est ça qui est intéressant. C'est des cépages autochtones qui donnent des arômes et des goûts qui sont complètement différents. Et je trouve que là, on retrouve effectivement la typicité des grands vins que j'ai goûtés chez vous, dans plusieurs régions de la Moldavie. Moi, j'ai été charmé par ce pays extraordinaire qui mérite vraiment que vous y alliez tous, parce que c'est quelque chose d'autre chose. On a l'habitude de voyager, on va dans des pays viticoles, et la Moldavie, c'est vraiment à part, et vous allez rencontrer des gens absolument forts. Ce vin a un équilibre, il a des arômes, il a du charme, et il est en plus gourmand. Donc, voilà. Très bien, merci beaucoup. C'est vrai, hein, je suis complètement d'accord. Donc on va arriver, hein, M. Tsiradax, sur la caractéristique organoleptique.
Donc c'est voilà, donc voilà, ici c'est très important parce qu'ici, donc avec cette région, et surtout pour Karl, c'est commencé la viticulture de qualité, et c'était les colonistes suisses et français qui sont venus ici, et je pense qu'ils connaissaient très bien le climat, comment il faut utiliser les spécialités, la spécificité de cette zone. Parce que regardez, ici, on a, pour les vins rouges, on a des expositions nord et nord-est. C'est très rare, hein, parce que nous, toujours on dit qu'il faut, pour les vins rouges, il faut qu'on a des expositions sud, sud-est. Ici, donc, on est sur les expositions nord et nord-est. En Bourgogne, moi, je sais qu'il y a des pinots noirs qui sont aussi sur les expositions nord. Donc, il y a une influence très forte de la part de la mer Noire, parce qu'ici, on regarde hein, directement, il y a 28 km jusqu'à l'aliment de la mer Noire. La température moyenne, c'est à peu près 10 degrés, et les précipitations sont un peu moins, 540 mm, mais ils tombent justement pendant l'été et pendant le printemps. Donc, si on parle du sol, ici, vous avez des sols qui se réfère à l'époque tertiaire. Hein. Donc, c'est une des plus anciennes sols de Moldavie. Hein. Donc, moi, j'ai des photos hein, où on a fait des profils géologiques, profils du sol. Et il y en a différentes couleurs, même sur une parcelle, hein, de différentes couleurs. Donc, c'est des dépôts de différents, donc, du marne, du calcaire, qui sont faits de différentes strates. Et après ça, ils sont développés les sols noirs, les terres noires, qui est le strate fertile de cette sol. Donc, à cette vin, il y a un assemblage de 3 cépages. Un cépage Cabernet Sauvignon, donc un cépage bordelais, à 70%. On a Saperavi, 25%, donc ça c'est le cépage géorgien, qui est depuis longtemps, donc il est presque dans tous les pays de la bassin de la mer Noire. Et on a 5% du Raraniagre, donc cépage local qui donne des notes très typiques. Ce qui dit, mais c'est peut-être qu'il vient de cette cépage, parce qu'ici, ça ne joue pas la quantité, mais la qualité. Le prix à l'hectare, c'est de 3200 à l'hectare. Et donc, la propriété, il y a à côté du SO4, il y a du porte-greffe qui sont 1,14. À mon avis, plus qualitatif. La taille, ils utilisent 2 types de taille Casenavi, c'est une taille qu'on utilise en Italie, et le guyot bilatéral. Et la récolte, à l'hectare, c'est 8 tonnes à l'hectare. Voilà. Ici, maintenant, vous avez donc la vinification, donc la récolte toujours, c'est manuel. La vinification, c'est tri avec grappage, 10 à 12 jours de macération avec remontage. Élevage, c'est 18 mois dans le fût de chêne. Donc, c'est une période plus longue que le précédent. Donc, vous avez tout ce qui se réfère à les caractéristiques techniques du physico-chimique et la personnalité organoleptique. Est-ce que tout le monde y trouve ce qu'il a trouvé, M. Xeradaxis, où il y a quelque chose qui vous gêne, hein, peut-être un peu spécial, un peu, allez, moi je vous demande qu'on fait un peu de dialogue, hein, pas seulement un monologue, hein, parce que c'est... Alors, moi j'ai trouvé qu'il y avait une odeur de pain grillé, des arômes un peu aromatiques. Oui, très bien. Très épicé aussi. Et après, au deuxième nez, de fruits. Et à la bouche aussi gourmand que l'autre. Tapisse bien la bouche, il y a du gras. Et un petit peu plus boisé que le précédent. Et les tanins sont fondus et un peu plus présents. Exactement. Très bien. Donc ça, c'est un millésime. 2013, c'était un très très bon millésime avec pas beaucoup de pluie. Donc pendant la période de végétation, donc les raisins c'était très très mûrs, hein, donc ils ont atteint toute la maturité sur le sucre, le calorique. Donc c'est une année très très grande. Donc moi je vais commencer que cette vin, même pendant la période soviétique, cet assemblage il a joué toujours parce que les assemblages. Les proportions des assemblages, ça joue en dépendance de l'année, bien sûr, hein, mais la base, c'est des Cabernet Sauvignon, hein, la moitié, hein, c'est des Cabernet Sauvignon. Cette vin, il a été, il a été dégusté à table de la reine Elisabeth II en Angleterre. Donc, c'est une vin qui est, donc, c'est une locomotive, hein, on disait comme ça,
pour la viticulture moldave. Donc la quantité produite, hein, c'est 80 000 bouteilles de cette vin, donc il y a pas, donc c'est une production qui est assez limitée. Est-ce qu'il y a un... Ça Oui. fait 14 degrés, Non, c'est 13,5. 13,5. Oui, 13,5. Il a beaucoup de, le indice des polyphénols est très costaud, hein, il a beaucoup de polyphénols, hein, donc donc il a supporté, moi je pense bien, les 18 mois du barrique. Donc On retrouve plus les caractéristiques bordelaises. C'est ça que je voulais dire. qui est dans le premier. Précédent, Oui. Oui, parce qu'il y a le Cabernet Sauvignon, hein, de toute façon. Hein, c'est Oui, peut-être ça c'est moi je pense que le fait que le vin il a été vieilli, maturé 18 mois dans les barriques, je présume que ce sont des barriques françaises. Donc ça se voit des tanins soives, longs en bouche, vraiment soigneux. Je pense que c'est parmi... Ce vin il est parmi enfin, le vin qui a été le plus médaillé selon Decanter et... Oui. Bon, si je me trompe pas. Oui, c'est cette vin, il a des centaines de médailles de concours de décanteurs, du wine spectateur, donc des concours de vin qui sont très connus, hein, très célèbres. Hein, donc la qualité est confirmée par le temps et par des différents experts. Hein, si. J'ai une Oui. question. Oui, s'il vous plaît. Vous posez mes questions, hein, parce que moi, je vais aussi me reposer un peu. À l'écart, c'est combien? C'est des 3000. Est-ce que vous n'avez pas peut-être fait des essais pour augmenter le nombre d'épées à l'hectare? Puisque d'habitude, ici à Bordeaux, il y a très peu des châteaux, par exemple des surfaces d'épines, où il y a ce nombre d'épées réduit. Puisqu'à Bordeaux, d'habitude, c'est entre 6 000, 8 000, des fois 10 000, ça dépend de l'appellation. Pas dans l'entre-deux-mer en tout cas. Oui, exactement. Oui, c'est la région basique de Bordeaux, Bordeaux. Bordeaux supérieur, il y a des propriétaires avec 2500 hectares. Oui, mais je veux dire, Non, ça, les grands crus, oui. ouais, Sans mais même ça la c'est dîme. quelque chose qui se rapproche beaucoup plus de Grand Cru que de vin d'un entre-deux-mer. Donc il faut être Oui. honnête aussi. Ça, c'est... Moi, la question que je me pose, est-ce que vous avez fait des essais dans le passé, peut-être aujourd'hui? Je suis curieux de savoir si si on va augmenter par exemple le nombre de verres à l'hectare, est-ce que le vin il va avoir de qualité? Est-ce que ça va donner quelque chose de plus puisque la terre va donner autre chose aux vignes? Donc, moi, Oui, ça c'est un gros débat. Hein. Merci pour la question. Parce que après Victor, il peut poser. Moi, je connais un peu la situation. On a donc la Vineria Porcari, il y a une parcelle du Pinot Noir qui a comme 7200 pieds à l'hectare. Mais ça c'est un problème complexe parce que moi-même j'ai une petite vignoble avec 5000 pieds à l'hectare. Hein. Oui, donc moi quand j'ai fait cette vignoble, j'ai voulu toucher les subventions, ils m'ont refusé hein, parce qu'il a dit que c'est pas standard. Hein. Trop du plan, tu as été en France, donc ça marche pas. Donc, et maintenant, on a 4 sites expérimentaux, donc une qui est Porcari, et une autre qui est au sud, à Boudjak, et une autre qui est au côté du Prout, et on fait des différentes charges par pied. On va planter des différentes parcelles expérimentales pour essayer, parce que c'est pas évident. Par exemple, il y a des sols où il y a beaucoup de carbonate, on ne peut pas se permettre les autres porte-greffes qui est SO4 très rigoureux hein, comme porte-greffe. Moi, j'ai planté par exemple 3309 et 420 qui est ici à Bordeaux et ils ont peur du chaleur estivale. Hein. Donc, s'il n'y a pas de pluie, les vignes ils souffrent. Hein. Donc, ça, c'est une question complexe. Et maintenant, dans le programme du terroir, d'études du terroir, on va essayer hein, tout ce problème. Donc, en ce qui concerne la densité et la récolte sur un pied de vigne pour faire de la qualité. Hein. Donc maintenant, on va passer à notre douceur. Juste une question, c'est des vins qui vieillissent bien ou c'est juste le fait pour être plus jeune, tu vois, On vinifie, par exemple, c'est en général ou ça ça, tout en général, au sein, on va dire. Oui, ça c'est des vins du Garde, hein, mais on peut vinifier, hein, si on prend les différentes maturations, on peut vinifier du vin jaune aussi, hein, qui sont en consommation courante. Hein. Mais ça on déguste, ça des vins qui surtout ils sont donc aptes à vieillir. Hein, donc ça c'est 2013, vous voyez, il a toute la force, hein, encore
dans son esprit. Hein. Donc c'est le troisième. Oui, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Est-ce que vous pouvez me donner dans l'idée des tarifs aussi? Oui, c'est Victor hein, qu'il faut parler avec Victor. Hein. C'est lui qui va avec les tarifs. Mais on peut une idée. Hein, Ouais, pour un ordre d'idée, oui. Le niveau du prix de départ, de mon avis, c'est environ 10 euros. 10, 12 euros. 10. Ça dépend de quelle année. Par exemple, c'est 12. Les prix, c'est comme un élastique 10, 12, 14, 15. Ça dépend de. C'est long terme, on est bon, on est moyen. Comme on est en France aussi. Le premier vin, je pense que c'est à l'entour du 3 euros, hein, une chose comme ça. Oui. Départ cave. Une question. Oui. Si vous permettez. Oui, monsieur l'ambassadeur. On connaît par l'histoire que la première fois, Negro di Porca a fait son entrée dans l'Europe en 1800, c'est quand même un fait historique, en 1878. Exact. Lors C'est une foire. d'une exposition mondiale à Paris, où il a décroché la médaille d'or. Donc depuis lors, il est connu, il est entré dans les listes, et ainsi de suite. Je me demande si c'était le même cépage à l'époque qu'aujourd'hui. Peut-être c'est une question. On ne sait pas trop, parce que c'est notre archive. Parce que j'ai l'impression que, pardon, de vous couper, Oui. moi ça me fait mal au cœur que vous avez arraché les cépages locaux. On ne sait pas aujourd'hui est-ce que ça vient de Moldavie ou ça vient de Roumanie, la Feteasca Negra, Feteasca Rara, Alba et tout ça. Mais ça me fait mal au cœur en voyageant dans ce pays qu'ils ont arraché les cépages locaux, qui donnent, comme il a dit monsieur, qui est complètement différent au niveau du goût, ça change par rapport au vin du Bordeaux. Si par exemple on a dégusté effectivement du vin de monsieur Bostan à l'aveugle, on dirait un Bordeaux. Mais aveugle, ça veut dire qu'effectivement il est fait dans le style du Bordelais, quoi. Alors, pour dire tout ça, c'est je ne comprends pas pourquoi arracher quelque chose qui est authentique, local, indigène, et de planter Merlot et Cabernet Sauvignon, il y en a partout au monde. C'est difficile de vendre un Cabernet Sauvignon ou un Merlot à Bordeaux, c'est difficile. Oui. Malheureusement, ils le font dans tous les pays. Oui, voilà. Ils arrachent des cépages locaux pour planter du Cabernet, du Merlot et du Chardonnay. Ils revendiquent la qualité du Cabernet en vous disant ça c'est bon, Cabernet, mais bon. Il y a des cépages en Grèce, il y a beaucoup plus de cépages autochtones qu'en Moldavie. Il y a des centaines de cépages. Ils ont aussi planté du Merlot, du Cabernet et du Chardonnay avec une certaine fierté. Mais ça c'est de notre faute. Et on n'en parle pas de vin. Moi je pense que les vins à Paris, il était peut-être Feteasca Negra ou Feteasca Rara. Ça m'étonnerait que c'était un Merlot. Hein. Quand vous avez fait changer, vous avez commencé à planter quand les cépages traditionnels On a commencé récent, hein, parce qu'on s'est rendu compte en 2006, quand l'embargo russe il est arrivé, et on a commencé à diversifier les marchés. Parce que diversifier les marchés, quand on est arrivé en Europe, par exemple en Pologne, on avait toute la concurrence, toute la compétition avec toutes les Cabernet Sauvignon, Chardonnay, c'est vrai. Et les gens, ils voulaient savoir l'authenticité, hein, qu'est-ce que vous avez de nouveau. Et à ce moment-là, on a commencé à donc accélérer la plantation, hein, du cépage local. Mais c'était pas parce que vous savez, dans la période soviétique, c'était très simple. Ils décidaient, hein, les chefs du parti, il disait, oh, voilà, le Rakatsateli, il est costaud, il donne 15 tonnes à l'hectare, il faut planter du Rakatsateli. Tout arraché, donc pour servir, hein, les marchés de l'Union soviétique, donc du vin pas cher, hein, du masse ordinaire, et maintenant cet héritage, il pèse sur nous, hein, parce que c'est pas facile de changer tous les potentiels de production, hein, qu'on a. Donc les vins blancs, si vous les prenez, on a Aligoté et Rakatsateli, hein, donc c'est les deux cépages qui contribuent à 29% de tous les cépages blancs. Donc et ça, c'était Aligoté, il servait comme base mousseux, hein, pour faire des mousseux,
du bas prix, hein, l'Union soviétique et les 4 stèles. Donc c'est une cépage, donc aussi il avait de différents débouchés pour faire de différents types de vin. Donc maintenant on se rend compte qu'il faut faire hein, ça, planter, chercher dans les patrimoine génétique du parcelle moldave, chercher du cépage, parce qu'il a par exemple le cabasma qui vient, je pense, du grec, c'est une cépage d'origine grecque, qui est très intéressant, mais on a presque perdu hein, les traces, hein, on les trouve seulement dans les collections de recherche, mais on va arriver, je pense, hein, petit à petit, hein, on va construire hein, le visage, le nouveau visage de viticulture moldave, moi je suis sûr. Hein. Une question importante, le trend pour les vins autochtones, c'est le trend des derniers 10 ans. Est compliqué dans 4-5 ans de replanter. Nous sommes d'accord que les cépages rares nègres, fetească aur sont super ok, sont très bons, mais avez besoin d'années pour replanter chaque année, replanter les nouvelles parcelles de ce cépage. Et il faut aussi trouver des clients qui les acceptent. Le problème, c'est de savoir exact, le marché, si hein. c'est les producteurs qui font le goût des clients, si c'est les clients qui font leur propre goût. Je pense que le gros problème en Grèce qu'il y avait eu, c'est que les gens disaient, les Grecs disaient, oui, mais le goût des clients, c'est le Cabernet Sauvignon. Donc on plante du Cabernet. Or, je pense qu'il faut que chacun garde sa personnalité et utilise les outils formidables de la commercialisation et du marketing pour imposer le goût du pays. Oui. La mondialisation nous amènera tous à la faillite. Je pense que chacun d'entre nous doit garder sa personnalité et son histoire et son patrimoine. Oui. Et le défendre. Oui, on va être prudent. Parce que la Moldavie... Oui, s'il vous plaît. Ouais. Je vais rebondir un petit peu sur ce que disait monsieur, et je suis d'accord sur la personnalité des vins, mais dans ce cas-là, est-ce que la tendance de la Moldavie va être restée aussi sur beaucoup de boisés? Parce que là, on l'a vu sur ces deux exemples-là, c'est des vins qui sont très impactés par le bois. On l'a vu, notre tendance bordelaise, je pense que personne ne me contrariera sur la tendance par cœur qu'on a eue avec Boison, et non, la Moldavie française, c'était sympa. Et cette tendance-là, elle est partie. Est-ce que la Moldavie aussi va revenir vers des vins sur le fruit, sur la fraîcheur, ou est-ce qu'on va rester sur des productions sous bois, qui sont assez intenses? Moi, je pense que c'est... moi, je suis complètement d'accord avec vous, parce que la tradition moldave, il n'y a pas de tradition passée par barrique, hein, parce que 4% du vin du monde, il passe par barrique, petit peu, hein. Donc c'est presque rien. Donc moi je pense que les Moldaves ils n'ont pas beaucoup d'argent d'acheter du barrique. Hein. C'est cher. Hein. Donc c'est cher. Vous voyez, vous avez écouté les prix. Hein, donc un an en barrique c'est 1 euro par bouteille hein, de suite. Donc moi je pense, et en Moldavie on ne produit pas trop hein, du vin boisé hein, avec du bois beaucoup. Hein. Il y a de plus en plus aussi sur les fruits. On a plein de vins hein, qui sont sur les fruits. Donc, bon, peut-être un autre atelier, on va déguster hein, du vin qui sont sans barrique. Dans des vins qui ne sont pas touchés par le bois. Ouais. Ça pourrait être, c'est à la mode dans tous les cas. C'est-à-dire que vous parliez de qu'est-ce que veut le consommateur, et je pense que je vais remonter dessus, le consommateur. Les vins nature et les vins qui sont... Les nouvelles générations, en tout cas, qui viennent, sont moins sur la perception du boisé. Et ça revient sur la notion de typicité, puisqu'un cépage, il n'y a pas mieux un cépage nature bien élevé. Un cépage qui tient une viticulture qui est bien menée sur terre, genre sur la terre, et un chai qui est, je dirais, une vinification qui est menée correctement ou avec succès, ça fait des vins où même le bois va donner une tenue supplémentaire, ça va amener quelque chose de plus, mais c'est pas ça qui va écraser la typicité avec le cépage que vous pouvez avoir, qui, ce n'est que très personnel dans la dégustation des deux. J'ai pas eu quelque chose qui m'a donné une typicité extraordinaire. Pourtant, il y en a, mais ce que je veux dire, c'est que le bois étant très présent, j'ai trouvé dommage qu'on ne ressorte pas un peu plus, qu'on ne ressente pas plus ces cépages en fait. Ça n'est que mon avis. Hein, d'accord. Très bien. Oui, très bien. Je suis pas d'accord. Bon. On va voter, hein, on va voter. Hein. Pas mal d'années dans le vin. Pour dire que ça, c'est un vin qui est trop boisé, non. Ouais, ça, c'est plutôt en mode garde. Vous l'achetez aujourd'hui, vous le gardez 10 ans, dans 10 ans, vous ouvrez la bouteille.
vous Je ne dégustez. viens pas sur son potentiel de garde, mais Non, mais je vous rassure tout de suite. Pour moi, c'est quelque chose de suave, c'est quelque chose de bien fait. Les tanins sont très bien fondus. Et puis, vous avez remarqué que je n'ai pas parlé d'intégration de tanins ni de choses comme ça. oui, Je mais parlais de puissance de bois. puissance de bois, mais après ça Ça ne veut dépend pas dire du... que c'est mal fait ou bien fait. Non, mais j'ai pas dit ça, mais après ça dépend où vous voulez vendre ce vin. Si vous voulez aller vendre ce vin, je ne sais pas où, en Nouveau Monde par exemple, ça passe pas. Puisque déjà il y a le prix qui est trop cher, et puis les vins du Nouveau Monde sont des vins fruités, qui sont sur des arômes, etc., etc. Tandis que si vous allez vendre ça sur le marché allemand, vous allez avoir beaucoup plus de chances, ou même en Angleterre. Désolé, c'est mon avis perso. Oui. Attention, je n'ai pas dit que c'était bien ou pas bien, mais comme je vous ai exprimé, c'est une tendance. Et puis, vous avez dit Parker, ok, Parker il y a 2 ans, il y a 2-3 ans qui est parti à la retraite. Et enfin, on dit merci qu'il est parti d'ailleurs. Mais aujourd'hui, il y a pratiquement tous les vins, des grains plus classiques qui passent en barrique, des fois 2 ans, des fois plus. Donc quand vous achetez un primeur... Après, il y a barrique et barrique. Si vous travaillez dans le vin, vous savez qu'il y a la chauffe, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Vous pouvez avoir du 24 mois de barrique et pas avoir une chauffe intense, il n'appâtira pas de la même façon votre vin. Oui, on va finir le débat sur les barriques, hein. Bon, on va revenir sur les vins moldaves. De savoir l'avis de M. Bostan, puisque c'est lui qui capote un petit peu, qui gestionne la société. Quel est votre avis sur... vous vendez ça? Je sais que c'est vendu aux Pays-Bas aussi, en Angleterre. On fait trois catégories de vins. Pour les vins blancs, on fait Sauvignon, Pinot Grigio, rien boisé, vin frais, rosé aussi. On fait très frais, rosé, très frais, Pinot Grigio et Sauvignon pour les vins blancs. Pour les rouges aussi, avec les gammes, les étiquettes 1127, qui sont aussi beaucoup moyens boisés, les vins rouges pour les rouges, les blancs zéro boisé. C'est très compliqué parce qu'il y a des consommateurs qui aiment un vin comme ça, il y a des consommateurs qui aiment vin moyen boisé, et nous faisons dans l'étiquette 1827 pour les moyens boisés, l'étiquette Negro de Porcal, c'est le vin qui tu pouvais, c'est un vin gastronomique, un vin que tu pouvais garder pour 10 ans, pour 15 ans, c'est une autre chose. Et pour la cave, c'est important d'avoir un vin comme ça, parce que c'est très important. Pour nous, il est très important pour avoir un vin comme ça. Oui. Oui. Et les vins que vous faites à Itulia, par exemple. À Itulia, oui. C'est la deuxième cave. Ce ne sont pas des vins boisés. Oui, excusez-moi parce qu'on est limité dans le temps. Et après, vous avez du temps. Vous avez du temps, hein, excusez-moi. Donc, on passe au troisième échantillon. Ah oui. Oui. Ça, c'était pour donner... Vous avez terminé? Non, troisième vin. Donc, troisième vin, Ah, hein, parce que on a discuté beaucoup sur les bois. Donc, le troisième vin, c'est un vin blanc doux, hein, donc c'est botrytisé. Lui, il vient d'une autre région géographique qui s'appelle Codro. Donc, sur la carte, vous regardez les points ici. Donc, il est situé entre deux rivières, la rivière Nistru et Prout. Et ce qui est important ici, cette vallée, on l'appelle Mille, donc c'est un territoire très fragmenté, avec des vallées, avec des collines. Et à la fin de l'été, début du automne, il y a des brouillards partout, et on appelle ça Mille brouillards, la vallée des Mille brouillards. Donc dans cette vallée, il a une parcelle, cette parcelle qui a de 20 hectares. C'est des expositions sud, sud-ouest, sud-est. Et ce qui est important, ça c'est une place où il y a moins de précipitations en Moldavie. Hein, donc c'est à 450 mm de précipitation seulement.
Donc, si on parle du sol, donc ici c'est des sols plus lourds, donc c'est des sols calcaires, donc c'est donc avec du carbonate, beaucoup de carbonate. Les cépages qui sont utilisés, donc il y a le chardonnay à 90%, et Vitesca Regal, un cépage donc local, c'est de la série Fetesca, 10%. Le nombre de pieds à l'hectare, 2800, c'est une petite, plus petite. SO4, toujours les porte-greffes. Guyot, c'est la forme de la taille, et la récolte, c'est de 4 tonnes à l'hectare, bien sûr, parce que c'est des raisins botrytisés, donc c'est concentré, très concentré. Donc, si on parle vous avez ici la bouteille, donc c'est une millésime 2013 aussi, comme les précédents. C'est des récoltes manuelles, pressurage direct. Donc, élevage en fût du chêne, ici il n'y a pas d'élevage en fût du chêne. Donc, l'alcool c'est 11% et 170 grammes par litre de sucre. C'est des sucres naturels, donc c'est un style du vin comme donc botrytisé, hein, c'est pas du raisin botrytisé. Donc vous trouvez des arômes du miel, du cire d'abeille, du pêche, du abricot, sont très riches en arômes. Dans la bouche soyeux, hein, très onctueux. Donc c'est une petite production de 50 000 bouteilles. Donc chaque bouteille 50 centilitres. Très bonne acidité, justement parce que c'est au nord, et les acidités, donc ils sont donc une bonne acidité qui balance les concentrations en sucre. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez? Vous aimez des styles du vin comme ça? Oui. Parce qu'il y a ça de fraîche. Exactement. Oui. Il est gourmand, il est très agréable et élégant. Il n'y a pas écœurant et il n'y a pas trop d'amertume en fin de bouche. On a exactement. Du sucre, oui. De la sucrosité. D'accord. Ok, d'autres commentaires? Non? Très bien, on avance. Donc moi je voulais, parce qu'ils m'ont demandé de rencontrer des anecdotes, des légendes aussi hein, dans les trams de la Cité du Vin. Et vous connaissez, bien sûr les Moldaves ils connaissent, mais cette légende et peut-être les autres. Donc ça c'est donc la légende. Donc ça ici vous avez la forteresse du Soroka, c'est une ville au nord de la Moldavie. C'est un monument historique qui s'est gardé c'est gardé dans l'espace entre Prut et Nistru, donc c'est des forteresses de l'époque de Ștefan cel Mare. Donc ici, quand les Turcs ils ont envahi la Moldavie, à l'intérieur s'étaient retrouvés les Moldaves, donc ils étaient affamés sans rien, et la cigogne blanche a volé, hein, donc il a apporté du raisin. Les soldats ils sont mangés, ils sont fait du vin, ils ont monté la morale, donc ils ont recommencé la guerre contre les Turcs. Et ils sont gagnés, et depuis 7 ans, les cigognes blanches et les symboles du vin moldave. Et donc, on garde cette légende pour le moment. Donc, le vin de Moldavie, c'est une légende vivante. Et ce symbole, qui était un peu réformé, un peu modernisé, donc vous avez les cigognes qui tiennent une grappe qui a la forme de la Moldavie, la carte. Donc, on a tous les éléments qui expliquent cette légende. Et à la fin, moi, je voulais aussi vous parler de quelques initiatives de notre secteur, du secteur vitivinicole, les initiatives stratégiques. Donc, on travaille maintenant sur la stratégie de 2030, donc 2030. Et les éléments principaux de cette stratégie, c'est la viticulture durable. Donc, on va garder, parce que dans toutes les zones où il y a les vignes, bien sûr, il y a beaucoup de parcs nationaux, des parcs naturels, hein, donc même si on parle au nord et au sud, donc partout on a des parcs naturels, et ces parcs naturels, donc on va les garder, la viticulture durable s'impose. On travaille aussi sur la traçabilité dans la viticulture, donc de la vigne jusqu'à la bouteille. On est la première république de l'ex-Union soviétique qu'on introduit le registre vitivinicole. Les autres pays viticoles de ce bloc soviétique, on a le registre vitivinicole qui nous permet d'avoir la base pour surveiller donc la qualité, surveiller la production. Et le troisième pylône, on développe le système d'indication géographique, et maintenant on est en train de travailler sur les 3 appellations d'origine contrôlée dans 3 zones. Donc bientôt, peut-être dans 3-5 ans, on va avoir les premières 3 appellations d'origine contrôlée. Donc il me reste de vous remercier beaucoup pour votre attention.
Et j'espère qu'à très bientôt pour un autre atelier de dégustation du vin moldave. Merci. Ah, pardon. On vous en prie. Andrian, c'est notre expert de l'Office national de la vigne du vin, donc expert dans le commerce. On vous remercie encore une fois pour votre présence ici. On vous en prie de rester une minute sur place parce qu'on a des cadeaux pour vous. C'est des verres avec le logo Wine of Moldova. Pour n'oublier pas, parce qu'on avait été ici avec vous et on a dégusté les vins moldaves. D'accord ? Et surtout, les utiliser plus souvent dans votre exercice de dégustation. Voilà. On va passer la dernière slide. Oui. Ah, très bien. Tout à fait. Encore un grand merci à M. Arpentin pour cette présentation. Nous allons découvrir les vins Malaisie. Et si vous souhaitez, le 3e jeudi d'octobre, ce sera les vins de Châteauneuf du Pape qui sont exposés ici dans le cadre de l'événement. Merci. Merci Florence. Merci. Oui.